Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Institut Coop TV. Alors, quelle innovation marketing pour les coopératifs? C'est la question que nous allons aborder avec nos invités. Et j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Dazy-Rivière. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes consultante en marketing et rentabilité. Oui. Juste à ma gauche, Pierre Bach, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant pour Allium. Stéphane Petitjean, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur associé chez Greenflex. Catherine Dazy-Rivière, c'est pour vous la première question. Concrètement, est-ce que vous avez un exemple d'innovation que vous souhaitez mettre en avant? Alors, on va être positif, on va réfléchir sur une innovation gagnante. J'ai un exemple en tête qui provient du groupe Éclore, donc sous la marque Loïc Raison, et ils ont fait un superbe travail. Il faut se rappeler ce qu'était le marché du cidre. C'est un marché relativement stagnant, ou en tout cas très traditionnel, avec des consommations qui étaient liées à des usages de crêpes au moment de la Chandeleur, de Mardi Gras, de galettes des rois. Et puis, quand on avait la chance qu'il fasse chaud l'été, ça pouvait être aussi un pic saisonnier sur la consommation estivale. Ils ont complètement rénové, dépoussiéré, désaisonnalisé ce marché en lançant des produits jeunes, beaucoup plus jeunes, avec des positionnements apéritifs. Et ça a été pour eux une modification et au niveau de la recette, puisqu'en fait, il y a eu des produits avec des goûts différents, donc un gros travail très certainement de R&D, d'addition, d'agrumes, etc. Et puis en même temps, un travail packaging, puisqu'en fait, il y a eu des formats particuliers. Tout ça associé à un vrai positionnement marketing à travers des cocktails, des recettes et une vraie information là-dessus. Et donc, un cocktail gagnant. Alors c'est vrai qu'on dit toujours que les entreprises doivent innover, mais est-ce qu'au final les entreprises savent pourquoi elles innovent? Quelle est la finalité? Je crois que ce serait méchant de dire qu'elles ne savent pas pourquoi elles innovent. Elles sont compétentes et elles savent pourquoi elles innovent. Par contre, la finalité est intéressante à creuser, puisqu'en fait, l'innovation est une stratégie qui doit être un moyen de toucher l'objectif de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on innove et de quoi est-ce que l'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'une innovation copernicienne qui va être une vraie modification, qui va apporter des choses nouvelles sur un marché? Est-ce qu'on va avoir besoin d'une innovation de rupture, donc dans ces cas-là, ou alors au contraire une innovation presque alibi, parce que la distribution fait pression en disant c'est quoi ton inno cette année? Et dans ces cas-là, un nouveau packaging, un nouveau bouchon verseur peut faire l'affaire et peut aussi faire des parts de marché gagnées, faire des volumes gagnants. De toute façon, on est toujours sur une recherche de volume et de rentabilité derrière. Alors, Pierre Bach, vous êtes un spécialiste du design thinking. Concrètement, de quoi il s'agit? Concrètement, fondamentalement, le design thinking est un processus exploratoire des besoins du client. C'est-à-dire, c'est un processus centré sur l'humain. Et pour ce faire, il cherche à mettre en évidence le principe selon lequel on s'inspire, on s'enrichit en allant voir ce qui se passe ailleurs. Ça n'empêche que l'on peut toujours se référer à son expérience, mais de sortir des sentiers battus permet justement d'ouvrir la porte à l'innovation. Stéphane Petitjean, qu'est-ce que le marketing responsable, puisqu'on en parle? On va commencer par le commencement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les produits ont un impact très important. Quel qu'il soit, ça peut être sur les filières, ça peut être sur l'usage. Et en fait, le marketing responsable, c'est assez simple. C'est comment on intègre tous les éléments développement durable, les enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux, dans le mix produit, pour faire que le produit, il ne soit pas un produit qui, entre guillemets, ne serve à rien, mais un produit contributif à la société. Alors à la société, j'en dis au sens le plus large du terme, à la fois l'entreprise qui le met sur le marché et à la fois la société au sens société civile. Et au risque de provoquer un petit peu, est-ce qu'aujourd'hui les consommateurs n'évoluent-ils pas plus vite que les directeurs des services marketing? Il y a beaucoup de services marketing qui disent « ouais, mais on attend en fait que le consommateur soit mûr ». Et en fait, quand on regarde bien les choses, les consommateurs sont beaucoup plus mûrs qu'on ne l'imagine. C'est peut-être que les propositions de valeur qui sont faites par les marketeurs ne répondent pas aux attentes de ces consommateurs qui, on le voit bien, dès qu'il y a une offre intéressante, vont dessus et génèrent de la valeur pour le produit mis sur le marché. Je pense notamment aux surimi de Fleury-Michon, qui hier ont reçu le prix EFI de l'efficacité et de la performance, alors qu'on est vraiment basé sur une innovation dans la formule, dans la transparence des ingrédients et dans un sourcing responsable. Pierre Bach, c'est un avis que vous partagez? Oui et non. Je serais tenté de dire que parfois, nous sommes confrontés au manque de briefs de la part des marketeurs qui ont des nécessités calendaires de renouveler une gamme, un produit, un service, mais manque d'idées. Dès lors, souvent, on peut avoir tendance à faire ce qu'on a déjà fait et de se dire allons revisiter ce que nous avons fait il y a 10 ans et ressortons, exhumons un produit phare.
tout ça, ce n'est pas innovant. Et alors, Ouais. quel est l'inconvénient? Justement, est-ce que c'est pas l'idée de revisiter l'expérience client grâce au storytelling? Alors, revisiter. Alors, le storytelling, c'est un processus narratif qui consiste, pour le dire encore plus simplement, comment raconter une belle histoire. Comment faire en sorte que le client s'identifie à cette belle histoire et donc, à partir de là, soit un peu plus chaque jour fidèle à la marque, à l'entreprise, aux produits qui lui sont proposés. Donc, ce n'est pas un inconvénient de revisiter le passé, c'est simplement, si ça s'arrête uniquement à revisiter le passé et que ça ne contribue pas à nourrir et à enrichir la désirabilité de la marque, ça ne sert à rien. Oui, enfin, et l'attente consommateur dans tout ça? Voilà. Justement, le design thinking, si vous me permettez, le design thinking étant centré sur l'humain, nous allons nous intéresser, et les entreprises sont friandes de ce genre d'expérience, consiste à aller observer non seulement ses clients, mais également les clients de nos concurrents, mais aussi des clients d'autres industries. Et Donc, ce sont ils vont intégrer le ce développement sont les durable. mêmes. C'est la même Madame Michu qui est derrière son caddie, derrière ses fourneaux et derrière son iPad. Et qu'est-ce que vous proposez alors? Bah, Que de faut-il faire? Un petit peu de l'écouter, un petit peu de la questionner, un petit peu peut-être d'avoir du bon sens et de garder les pieds sur terre, c'est-à-dire que se dire oui, elle attend du développement durable parce qu'on entend beaucoup parler de la COP21 en ce moment, mais elle n'a pas attendu après ça. Elle n'a pas attendu après ça parce qu'elle a des gosses, parce qu'elle a envie qu'on leur accorde un avenir digne de ce nom et une planète digne de ce nom. Mais elle a aussi un porte-monnaie, elle a aussi un budget. Donc à un moment donné, elle va attendre un Made in France, elle va attendre un produit qui n'abîme pas l'environnement, mais elle va aussi attendre à travers l'INO un produit qui a atteint un prix qui lui est responsable au sens sans jeu de mots. On fait une étude depuis 10 ans, pardon. Allez-y. On fait une étude depuis 10 ans sur les Français le développement durable et on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près la moitié des Français qui sont très sensibles au développement durable et qui peuvent l'intégrer pour un certain nombre d'items dans leurs achats. La santé étant un sujet d'ailleurs majeur, c'est pas tant les ours polaires que la santé, alimentaire, ce qu'on appelle nous l'écologie. Ouais. Donc ça commence par soi et sa famille et donc il est fondamental que les marketeurs intègrent ça dans leur mix, mais pas de manière comme un artefact, comme vraiment au cœur de la proposition de valeur, du positionnement. Et après, le storytelling fera aussi l'affaire car il est nécessaire. Mais il fera passer le message. En même temps. Stéphane, allez-y. Et d'ailleurs, cette démarche éco-responsable est, en termes de design thinking, un insight, c'est-à-dire un élément important, mais qui va être complété par beaucoup d'observations, beaucoup d'empathie que ressent vraiment le client. Et c'est vrai que c'est très difficile lorsqu'on travaille dans un service marketing, parce qu'on a l'impression de perdre notre temps dans toutes ces observations qui prennent énormément de temps. Alors Stéphane Petitjean, on parle beaucoup de la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut communiquer sur cette RSE et jusqu'où? Est-ce qu'il n'y a pas un effet boomerang? Si on parle de RSE, il va falloir l'appliquer aux produits si on reste sur le marketing. Donc, à partir du moment où les entreprises le font de manière sincère, à partir du moment où les marketeurs l'ont vraiment intégré, l'intègrent au cœur de leur proposition, comme je disais tout à l'heure, a priori, l'effet boomerang, c'est un effet positif. C'est un effet positif d'incrémental de marque, c'est un effet positif de business. En revanche, s'il est fait un peu comme ça parce que son concurrent a fait ça et qu'on se dit, dis donc, ils ont gagné 2-3 petits parts de linéaire et quelques centimètres sur le linéaire du distributeur, ce serait peut-être bien qu'on le fasse. Là, on commence mal l'histoire et potentiellement, elle va aussi mal se terminer en disant, de toute façon, le consommateur... Mais c'est du greenwashing, ça s'appelle du greenwashing. On appelle ça du greenwashing. Ça marche pas, machin, et en plus, ça ne fait que nourrir négativement en fait, cette nécessité d'avoir des produits... Nous, on dit souvent, le produit de demain sera sociétal ou ne sera pas. Désolé pour Malraux, c'est une sorte de mauvaise paraphrase. Néanmoins, voilà, tout le monde n'a pas vocation à devenir le super produit sociétal du monde. En revanche, demain, les consommateurs ne pardonneront pas le fait qu'il y ait un écart, une déconnexion entre ce qui est dit et ce qui est fait. Catherine Dazy-Rivière, toute dernière question. Concrètement, quelle méthodologie appliquer pour trouver la bonne innovation?
Alors, il n'y a pas pour moi une méthodologie gagnante et puis tout le reste ne fonctionne pas. La première question, comme je le disais tout à l'heure, c'est de se dire pourquoi est-ce que je vais innover, qu'est-ce qui va me pousser à innover, de quoi j'ai besoin. Une fois que je sais ça, en fonction de l'ampleur de mon besoin, je vais mettre en place de la créativité exacerbée ou alors je vais tout simplement prendre ma voiture et aller voir dans les magasins, dans des endroits où je ne vais pas, ce qui s'y passe, observer des rayons, aller à l'étranger, limitrophe, regarder d'autres rayons, lire le courrier consommateur. C'est une mine d'informations, le courrier conso, sauf que des fois, c'est géré par des entreprises extérieures. Donc, regardez ce qui remonte. Du bon sens, encore une fois. Madame, messieurs, merci beaucoup pour ce débat, cet échange. Et puis, quant à nous, on se retrouve très prochainement sur Institut COP TV.